Bonjour à tous. Nous allons voir maintenant les grands principes de l'évaluation de la crise suicidaire. C'est un cours évidemment très très important, mais nous n'aborderons qu'une partie très théorique, hein, évidemment, de cette évaluation. Il est absolument indispensable de compléter ce cours par une formation pratique. Alors, comme je vous le disais en introduction de ces cours, idéalement, nous ferons une formation euh, par simulation avec acteurs. Et puis, j'espère que nous pourrons remettre en place les exercices à l'entretien psychiatrique, qui ne sont pas forcément spécifiquement sur la crise suicidaire, mais sur la conduite d'un entretien psychiatrique. Euh, donc, vous pouvez voir l'organisation sur une vidéo qui est dans des playlists de cette chaîne YouTube. Alors, pour ce cours sur les principes de l'évaluation de crise suicidaire, je vais beaucoup emprunter d'une part à Jean-Louis Terra et Monique Seguin, dont on a déjà parlé. Je vous rappelle, l'un était professeur de psychiatrie à Lyon, le deuxième professeur de psychologie au Québec, et qui ont beaucoup travaillé sur cette question de l'évaluation de la crise suicidaire et contribué à différentes formations qui sont disponibles en France. Et d'autre part, à Sean Christopher Shea, dont j'ai recommandé les ouvrages dans une vidéo précédente. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier qui pourrait avoir des conséquences sur mon propos durant cet enseignement. Alors avant de voir les principes de l'évaluation, il est important de réfléchir à deux choses qui sont les facteurs de résistance, finalement, de la part du patient et de la part du professionnel à évoquer ces idées suicidaires ou à explorer les idées suicidaires du patient. Du côté du patient, tout d'abord, eh bien, la personne suicidaire peut craindre un jugement moral ou un blâme. Tu es fou, comment peux-tu avoir des idées pareilles, c'est pas rationnel, tu devrais pas dire ce genre de choses, comment peux-tu avoir ces idées avec la vie formidable que tu as, tes enfants, ton beau mariage, la maison que tu vas acheter. Vous voyez, ce sont des jugements moraux qui sont très difficiles à entendre par la personne suicidaire qui n'a pas choisi d'avoir ces idées s'imposent à elle, et ces jugements ne l'aident pas du tout finalement, ne font que l'enfoncer et nier finalement ses propres difficultés. Le patient peut craindre également la minimisation. S'il parle à un proche d'idées suicidaires, t'inquiète pas, ça va passer, bouge-toi un peu et puis tout ça va partir. Le patient peut avoir honte. Imaginez par exemple une personne qui est un père ou une mère de famille. Comment puis-je avoir l'idée de mourir et de laisser mes enfants orphelins? Alors attention, ça peut mener par exemple à l'idée que ne pouvant pas laisser mes enfants orphelins, il faut qu'ils partent avec moi. C'est très rare, mais ça peut expliquer certains homicides, suicides. Certaines personnes peuvent penser que le suicide est un péché ou une faiblesse morale, donc ça peut être très difficile à elles d'en parler pour cette raison. Elles peuvent avoir peur aussi d'être stigmatisées, d'être montrées du doigt, regardez cette folle, ce fou. Le patient peut craindre les conséquences d'une révélation. Par exemple, si j'en parle, je vais être hospitalisé. Je ne souhaite pas être hospitalisé. Je peux perdre mon emploi, qui est très précaire. Je suis dans une situation de divorce, je le vis très mal, ça conduit à des idées suicidaires, mais si j'en parle, je vais perdre en plus la garde de mes enfants. Ça peut être utilisé contre moi. C'est pas évidemment euh, totalement idiot de penser ça. Ce sont des choses qu'on voit. La personne peut également ne pas faire confiance aux professionnels de santé, aux institutions. Peut-être elle a eu personnellement ou dans la famille une mauvaise expérience passée, d'où l'importance aussi de l'accueil, hein, des premières consultations, que ce soit aux urgences ou en consultation. La qualité de la première consultation va influer sur la possibilité d'un suivi ultérieur.
Et évidemment, le dernier point et le plus embêtant, c'est que la personne est déterminée à agir et donc pense qu'il n'y a rien d'autre à faire, elle ne va pas en parler. Donc elle va masquer totalement ses idées suicidaires. Puis je l'ai mis à l'enfer parce que finalement, c'est pas si courant. Et il y a bien d'autres raisons qui sont des facteurs de résistance qu'il va falloir faire tomber pour que la personne puisse se sentir en confiance et se confier à vous. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait un changement de mentalité au fur et à mesure que on parle de la prévention du suicide. Ceux qui sont suicidaires euh, se sentent plus libres et plus en sécurité pour pouvoir facilement parler de ces idées suicidaires à leurs proches ou à des professionnels de santé. Alors, il y a aussi, vous le savez peut-être, des formations pour la population générale qui s'appellent les premiers secours en santé mentale. Donc, j'invite toutes les personnes non soignantes à considérer, faire ces formations qui sont sur le même principe que la formation au premier secours. Si quelqu'un fait un arrêt cardiaque devant vous, vous pouvez l'aider, vous pouvez la sauver parce qu'il n'y a pas un médecin toujours disponible. Du côté des professionnels, il y a également de nombreux facteurs de résistance. On en a déjà parlé, mais beaucoup de professionnels pensent que le fait de poser la question des idées suicidaires risque de donner des idées de suicide aux patients. Et rappelons-le et insistons lourdement s'il faut, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça a même été démontré. Ça n'est pas vrai. Par contre, ça peut sauver des vies. Euh, Comme on vient de le dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas sentir du tout en sécurité et en confiance pour pouvoir parler d'idées suicidaires. Donc, si on ne leur pose pas la question, ils n'en parleront pas. Donc on passe à côté. C'est une perte de chance importante. Alors certains professionnels peuvent se sentir incompétents dans l'évaluation des idées suicidaires. C'est pour ça que se sont développées des formations courtes pour les professionnels de santé. Il peut se sentir incapable de gérer un patient suicidaire. Donc si mon patient me dit qu'il a des idées suicidaires, après qu'est-ce que je fais? Il peut se sentir de la même manière très isolé. Finalement, je suis tout seul dans mon cabinet. Et donc ce qui est très très important quand on est un professionnel de santé, c'est d'être connecté à un réseau de soins dans sa région. C'est-à-dire que quand on débute, quand on déménage et quand on arrive dans une région, la première chose à faire en tant que professionnel, c'est de prendre contact avec les différents hôpitaux, savoir ce qui existe, comment on fait pour référer un patient dans tel ou tel service, et ce n'est pas propre à la psychiatrie évidemment, avoir connaissance des services sociaux, locaux, etc. Donc comment on va pouvoir orienter nos patients et pouvoir les aider au mieux, faire notre travail. La personne peut, à titre personnel, ne pas se sentir à l'aise avec la question du suicide, hein, peut-être parce qu'elle a été elle-même suicidaire, peut-être parce qu'il y a eu des suicides dans sa famille et c'est beaucoup trop douloureux, ce sont des choses qui arrivent. Elle peut avoir cette idée reçue qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour prévenir un acte suicidaire. C'est-à-dire que si la personne est décidée à mourir, finalement on ne pourra jamais l'empêcher. Donc ce sont des choses qu'on entend, malheureusement, et vous le savez, vous, et, et on l'a vu très largement dans les cours passés, finalement il y a toujours une ambivalence. Donc il y a toujours finalement une possibilité que la personne penche vers l'aide et accepte la main tendue. Et puis un professionnel de santé peut craindre des conséquences juridiques, c'est-à-dire si mon patient révèle ses idées suicidaires et que malheureusement je n'ai pas pu l'aider et qu'il meurt par suicide, je pourrais être poursuivi. Donc, ça, c'est des choses qu'on entend. Et la peur des conséquences juridiques, ce n'est pas vrai que pour le suicide, au reste, est vraiment problématique parce que ça va induire des attitudes de protection du professionnel qui ne vont pas aider le patient. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on fait des formations adéquates, eh bien, beaucoup de ces freins tombent et disparaissent. C'est-à-dire, si on a une bonne formation, eh bien, on ne pense plus que poser la question des idées suicidaires est un problème. On sait comment la poser, on sait quoi faire quand la personne est suicidaire, on se sent plus à l'aise. Euh,
tout en étant vigilant par rapport à la question juridique, on n'a pas des attitudes qui sont totalement contre-productives pour le patient. Donc nous allons voir maintenant les principes de l'évaluation de la crise suicidaire en 5 étapes. Et on va commencer par les principes généraux que vous connaissez ou qui sont des principes de bon sens, mais qu'il est toujours bon de rappeler. D'abord, c'est que le suicide, ce n'est pas une maladie, et donc on ne va pas faire un diagnostic de risque suicidaire avec des critères précis, mais on va essayer d'évaluer un risque, une probabilité. Et ça, évidemment, c'est compliqué. Le deuxième point, c'est l'idée que toute idée de suicide mérite une investigation rapide et sans délai. On ne sait jamais. Ça peut avoir l'air de ne pas être grave, et puis quand on creuse un peu, en fait, c'est très très problématique. Donc, ne restez pas sur une première impression de loin ou de ce qu'on vous dit. Une personne qui a parlé d'idée de suicide, eh bien, on va l'interroger. Un troisième point, c'est que l'intuition n'est pas une évaluation. C'est bien que vous ayez une bonne intuition. C'est bien d'être des gens qui avaient cette capacité à ressentir les choses. Mais n'en restez pas là. Et on voit ça. J'ai fait beaucoup d'exercices d'entretien psychiatrique avec beaucoup d'internes. Et vous avez des internes qui considèrent qu'ils ont senti que le patient n'était pas suicidaire, ou ils ont senti que le patient ne souffrait pas d'une schizophrénie, ou ils ont senti que le patient... Non, si vous l'avez senti... Alors d'abord, le négatif, c'est pas très bon, mais si vous avez senti quelque chose de positif, allez l'évaluer. Tant mieux, ça va vous aider, ça va guider, ça va vous faire gagner du temps, mais ne restez pas à l'intuition. L'intuition n'est pas une évaluation. Quatrième point, ne pas rester seul, c'est essentiel. Le risque suicidaire, c'est compliqué. Il y a un risque de mort. Et donc, il est important que vous ne restiez pas seul. Ne pas rester seul, c'est être connecté à des confrères, à des consoeurs, à une offre de soins locale, on vient d'en parler, et être connecté aussi à l'entourage du patient suicidaire. Donc, on va reparler de ça tout à l'heure. Point suivant, on ne protège pas l'autre en se protégeant de manière excessive. Si vous êtes derrière une carapace, vous ne pouvez pas aider votre patient. Vous devez vous exposer un peu. Vous allez aussi devoir prendre des risques. Alors, vous dire, je vais hospitaliser toutes les personnes suicidaires, d'abord, c'est pas faisable, et puis surtout, c'est pas souhaitable, parce que beaucoup de gens, même suicidaires, pourront être pris en charge avec une bonne prise en charge ambulatoire. Beaucoup de gens ne souhaitent pas non plus être hospitalisés pour de très bonnes raisons. Il y a un effet de stigmatisation très important, et puis on va en reparler, mais l'hospitalisation ne protège malheureusement pas de tous les suicides. Il y a un taux de suicide important à l'hôpital psychiatrique. Et puis une hospitalisation sous contrainte, c'est un traumatisme. Donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais il faut le faire avec raison, dans des cas extrêmes. Et on voit souvent que ces hospitalisations et ces hospitalisations sous contrainte, finalement, sont plus là pour protéger, supposément, le médecin, que d'aider véritablement le patient. Et on revient également à un point à la question du juridique, c'est-à-dire que vous ne serez pas protégé des conséquences légales d'un suicide, même si vous avez hospitalisé le patient en vous disant bon, je passe la main à une autre équipe. Vous voyez, vous avez pris cette décision, c'est vous qui l'avez envoyé à l'hôpital. Donc finalement, qu'est-ce qui va vous protéger des conséquences légales? Eh bien, c'est de faire les choses correctement, donc de bien être formé, d'avoir vu le patient, pas avoir décidé à distance, d'avoir vu le patient, d'avoir pris le temps de l'évaluer, d'avoir fait ce que vous pouvez faire de mieux à un endroit donné, à un moment donné, avec les moyens que vous avez, et d'avoir noté tout ce que vous avez fait dans le dossier médical. Ça, c'est votre meilleure protection. Ça ne veut pas dire que, malheureusement, il ne va pas y avoir des échecs. L'échec fait partie de la médecine, mais vous avez une obligation de moyens. Donc, est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes formé? Et est-ce que vous avez connaissance des conditions de soins les meilleures localement? Est-ce que vous les avez utilisées? Est-ce que vous avez noté tout ce que vous avez fait dans le dossier médical? Ça, c'est la meilleure protection.
vous protéger de manière excessive par des hospitalisations ou ne pas, encore pire, ne pas évaluer le risque suicidaire, ça n'est pas vous protéger. Et ça n'est pas aider le patient qui est quand même votre objectif ultime. Et puis dernier point, il va falloir apprendre la clinique de la crise suicidaire. Parce que vous allez rencontrer des crises suicidaires. Alors tous les patients ne sont pas en crise, comme vous les voyez, mais la crise suicidaire, tout comme la crise délirante, tout comme la crise d'agitation, tout comme... Voilà, il y a un certain nombre de crises que nous devons apprendre à gérer en psychiatrie. La crise suicidaire en est une, et il faut apprendre la clinique de la crise. Ça n'est pas si compliqué, et avec une bonne formation, vous allez vous sentir plus à l'aise. Si vous êtes à l'aise, le patient se confiera aussi plus facilement à vous. S'il voit que vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'air d'être sûr de vous-même, qui a l'air d'être gêné, embarrassé, bien il ne se confiera pas à vous. Vous ne pourrez pas bien faire votre travail. La question c'est, est-ce que vous allez donner au patient le sentiment que vous êtes la bonne personne pour accueillir sa détresse et qu'il puisse avec vous partager sa souffrance. Oui. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et le premier point, c'est aborder le patient. Principe très très généraux, pas propre du tout à la crise suicidaire, mais c'est toujours mieux d'avoir un endroit calme. C'est pas toujours facile dans certains services d'urgence, mais beaucoup d'urgences ont été rénovées pour pouvoir avoir des endroits où on est calme et pas dérangé du tout. Il faut assurer une confidentialité, il faut être en face à face, il faut créer les bonnes conditions d'une bonne alliance. Elle n'est pas facile cette alliance, le patient il est peut-être très avancé dans la crise suicidaire, il n'a plus confiance en personne, même ses proches, et vous allez devoir en quelques minutes, une heure maximum peut-être, dans des conditions d'urgence, devoir créer cette alliance. Donc il faut finalement mettre en place les bonnes conditions pour cela. Être en face à face, c'est aussi être physiquement face au patient, pas regarder de côté, pas être tourné. Non, il faut être face au patient et bien ancré au sol. Et montrer que vous êtes prêt à entendre ce que le patient a à dire, même si c'est très dur. Offrir empathie, évidemment. Alors tout le monde n'a pas le même niveau d'empathie. Bon, si vous n'êtes pas quelqu'un de très empathique, c'est pas très grave, mais vous pouvez essayer aussi de faire un effort. Si vous êtes quelqu'un d'un peu timide, il va falloir un peu surmonter cette timidité. Il ne s'agit pas de vous changer complètement, il faut que vous restiez ce que vous êtes, avec votre propre personnalité, mais il faut aussi savoir, voilà, il y a des gens qui sont réservés, il y a des gens qui sont un peu froids. Inversement, il y a des gens qui sont un peu trop volubiles, il va falloir apprendre à moins parler, à plus écouter le patient. Bon, donc se connaître soi-même et savoir voilà, comment on va pouvoir offrir empathie et écoute aux patients, réconfort. Il va falloir aller vers elle, comme dit Jean-Louis Terra, la toucher, mais par les mots. Gardez en tête l'importance de la communication non verbale, elle est essentielle, on n'a pas besoin de parler beaucoup en réalité. Si on montre de l'intérêt par sa posture, la manière dont on est assis, le regard, les hochements de tête, et quand on parle, essayez d'avoir une voix un peu posée, calme et grave, pas obligé d'avoir une voix très théâtrale, ce serait un peu ridicule, mais il y a des gens qui ont une voix très très aiguë, un petit peu agaçante, bon, on peut aussi travailler ça, ça fait partie du métier. Nous on travaille beaucoup par la communication non verbale et par la communication verbale dans notre discipline. Bon, si vous êtes un chirurgien, vous travaillez le maniement du bistouri. Et bien si vous êtes un psychiatre, vous maniez le maniement de la voix. Donc travaillez ça. Pensez à votre communication. Alors pensez aussi à l'organisation de votre bureau. Si vous recevez, dans beaucoup d'endroits, on reçoit dans des bureaux communs, en général évidemment très mal rangés, personne ne prend les soins, prendre soin de ses bureaux et pas du tout décorés. Bon, si vous recevez dans votre bureau, pensez à l'image que vous allez renvoyer au patient. Alors le contenu de ce que vous allez dire, ne pas dramatiser, ne pas banaliser, ça ne sert à rien évidemment dans les deux cas. Toujours ouvrir avec une question ouverte. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Chacun sa question ouverte, mais qu'elle soit ouverte, cette question, c'est important, parce que vous allez laisser la place au patient. Et écouter la réponse. Là aussi, mon expérience
lors d'exercices à l'entretien psychiatrique avec des internes, c'est qu'ils ont posé une question ouverte, une bonne question ouverte, et ils ne savent pas quelle a été la réponse, tout simplement parce qu'ils sont déjà en train de penser aux questions suivantes. Ou alors ils sont pris par l'observation du patient. Alors ils n'ont pas écouté la réponse. Pourtant la réponse est très très informative. Elle est parfois très très précise, parfois, voilà. Elle est parfois totalement en décalage par rapport à ce qu'on peut attendre. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Il ne faut pas aller trop vite à des conclusions, mais c'est très très intéressant de se dire qu'est-ce que ça nous dit, cette première réponse. On n'a pas besoin de parler beaucoup, en réalité. Alors il faut parler un peu, on n'est pas... Je déconseille vraiment une attitude qu'on entend parfois où le thérapeute est totalement silencieux, les patients détestent ça. Détestent ça. Il ne faut pas parler beaucoup. Il faut laisser le patient, il faut le relancer s'il est un peu en difficulté. Vous pouvez facilement le relancer en reprenant ses derniers mots ou en reformulant de manière très prudente. Hein, attention à la reformulation, c'est une technique très très intéressante, mais il faut être sûr de soi, il ne faut pas mal reformuler. On peut prendre des précautions. Si j'ai bien compris, vous me dites que... Voilà. C'est un moyen de soutenir la parole, de relancer la discussion et en même temps de montrer au patient que vous l'avez écouté. Donc la qualité des questions va être essentielle, évidemment, la qualité des transitions. On ne passe pas d'un sujet à l'autre comme ça, si le patient n'est pas prêt à ça. Puis on peut préparer cette transition. On vient de voir ceci ou cela, je voudrais maintenant qu'on aborde un autre sujet. Vous pouvez aider le patient, vous pouvez le prendre par la main pour qu'il comprenne effectivement qu'on va aborder différents sujets. L'importance des synthèses, et notamment la synthèse finale, on va y revenir. Et puis donc, j'ai dit, il y a outre la transition, la synthèse, il y a la reformulation régulière que vous pouvez faire. Il ne faut pas en abuser, mais vous pouvez l'utiliser de manière régulière. Apprenez à le faire, certains le font spontanément, très facilement, d'autres vont apprendre à faire ça. Donc c'est important pour la qualité des données que vous allez collecter. Donc on soit bien compris, la personne a bien compris votre question, et vous avez bien compris sa réponse. Donc vous aurez une bonne évaluation. Et puis ça va toujours en même temps, en parallèle, voyez, faire du lien. Donc un entretien psychiatrique, c'est compliqué. Un entretien psychiatrique, c'est compliqué. Comme je le dis toujours, il ne suffit pas d'avoir deux oreilles et une bouche pour faire un bon entretien psychiatrique. Il faut avoir un cerveau très très efficace à ce moment-là, puisque vous allez collecter des informations visuelles, des informations verbales, et ça commence dès que vous allez accueillir le patient, hein, ça ne commence pas au moment où le patient parle. Quand vous allez l'accueillir dans la salle d'attente, déjà vous avez une foultitude d'informations à collecter, et dans le même temps, vous devez créer ce lien. Donc vous devez vous-même envoyer des informations au patient que vous êtes la bonne personne, vous êtes compétente, et ça va au-delà du simple diplôme. Hein. Le diplôme, une validation par la faculté d'un certain niveau de compétence, mais on sait bien que derrière le diplôme, il y a des niveaux de compétences très très variables. Donc vous devez montrer que vous êtes compétent, et vous devez montrer que vous êtes à l'écoute, que vous êtes empathique, que vous êtes là pour l'aider et le comprendre. C'est compliqué, ça se travaille, l'entretien psychiatrique, et c'est ce qui fait la beauté aussi de notre métier. Notre métier, il est beau parce que c'est une rencontre humaine, c'est une rencontre avec un être qui souffre, et nous, on va essayer de faire de notre mieux pour l'aider. Et cette aide, elle est complexe, mais elle est passionnante à analyser, à comprendre. Alors, ceci étant posé, vous avez ouvert une question ouverte, vous écoutez le patient, vous l'entendez, vous voyez ce qu'il veut vous amener, puis vous allez avancer dans l'évaluation. Alors, évidemment, je ne vais pas parler du cas où le patient spontanément vous parle de ses idées suicidaires. À ce moment-là, on s'arrête et puis on explore ça. On ne dit surtout pas, on en parlera plus tard. Non, non. Idées suicidaires, ça prend le pas sur le reste. Hein, vous voyez. Donc, on en parle tout de suite. Mais on va être dans la situation où le patient ne parle pas spontanément d'idées suicidaires. C'est plus, évidemment un peu plus intéressant ici parce que c'est ce qui nous pose un peu plus de problèmes. Mais avant cela, on va essayer de nommer les émotions et les souffrances, comme on dit. Souvent, les gens arrivent et vous parlent d'événements. J'ai des problèmes dans mon couple, j'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des problèmes au boulot, je vis un deuil difficile, etc. Donc ces événements sont très importants, mais il ne faut pas s'arrêter aux événements, on en a déjà parlé. Un divorce, ça peut être quelque chose de catastrophique ou ça peut être une libération.
Donc ne restez pas à l'événement en vous disant bah, tel événement ça veut dire ça, parce que ça c'est juste une projection de vous, ce que vous pensez de l'événement. Ce qui est plus important, c'est ce que vit le patient dans cette situation. Et donc à un moment, il va falloir lui dire, dans cette situation, comment vous vous sentez? Question ouverte. On commence avec une question ouverte. Hein. Surtout, on ne va pas dire ah ben vous devez vous sentir comme ceci ou comme ça. Non, 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 non. Question ouverte, laissez la parole au patient. Donc vous vivez, là vous m'expliquez que vous vivez un divorce, vous me dites c'est difficile. Qu'est-ce que vous entendez par difficile? Comment vous vivez cette situation? Et là, le vocabulaire des souffrances humaines est très très grand. Hein. Ça, j'emprunte ça à Jean-Louis Terra. Mais c'est intéressant. Hein. Trop seul, pas à sa place, je me sens inutile, nuisible, incapable, impuissant, abandonné, triste, accablé, épuisé, dévasté, sale, sali, rejeté, menacé, ruiné, perdu, poursuivi, humilié, fini, désorienté, déçu, dégoûté, dépossédé, piégé, harcelé, moqué, bousculé, à terre, coupable, honteux, trahi, à la botte, je ne me reconnais pas, je vis un cauchemar, etc., etc., etc. Donc écoutez ces mots et notez-les. Donc si vous avez l'habitude de noter, moi ce que je vous conseille de faire, hein, il faut le faire de manière discrète, il ne faut pas que ça rompt le lien et le contact visuel, mais prenez des notes, parce que souvent beaucoup de choses sont dites, et à la fin de l'entretien, ben, on peut avoir oublié certaines choses, mais notez notamment ces mots, parce que vous allez les réutiliser, ce sont les mots du patient. C'est pas ce que vous pensez, c'est ce que lui vit. Alors dans ces souffrances, il est intéressant d'identifier les pertes. On en a déjà parlé. Qu'est-ce qui a un caractère de perte? Que cette perte soit subjective ou que cette perte soit objective. Donc j'ai perdu un être cher, mais je peux perdre mon honneur, je peux perdre mon statut social, je peux perdre mon rôle dans la famille, je peux perdre mon rôle dans une entreprise, etc. etc. Donc qu'est-ce qui a un caractère de perte dans ces événements, hein, et dans les émotions qui vont avec? Ne pas avoir peur des silences. C'est difficile pour un patient de parler certaines choses. Eh bien, écoutez les silences, ils vous parlent. Le silence, ce n'est pas une absence de réponse, c'est une modalité de réponse, silence. Respectez-les. Souvent, on les évalue de manière beaucoup plus longue qu'ils ne sont. On a l'impression que ça a duré une éternité, puis en fait, c'est pas vrai. On a une perception modifiée du temps dans ces moments-là. Bon, respectez-les. Il ne s'agit pas de se regarder pendant 2 heures, hein, évidemment en silence, mais au bout d'un certain temps, vous pouvez relancer le patient. Mais n'allez pas trop vite. N'ayez pas peur non plus d'un peu d'agitation. Évidemment, ce patient ne peut pas rester en place, ça peut être très très embêtant, mais quelqu'un qui est un peu agité sur sa chaise, ne soyez pas gêné par ça. C'est possible qu'avec le temps, avec la confiance qui va se mettre en place et l'alliance, les choses vont pouvoir s'apaiser. Investiguez des périodes très précises. Hein. Souvent, on est comment vous sentez en général. On ne peut pas faire ça. Ce qui nous intéresse, c'est la crise actuelle. Donc, rester sur des choses. Alors, quelle est la durée la plus pertinente? C'est difficile à dire. Le dernier mois, souvent, est pertinent. Il a l'avantage, le dernier mois, que s'il y a des fluctuations, vous voyez, si vous voyez la personne alors que la dernière semaine, elle allait plutôt mieux, bon, si vous explorez le dernier mois, il va vous dire, il y a un mois, ça allait très mal. Alors, vous pouvez penser, bon, ça va mieux, mais on a l'air d'être dans une période difficile. Hein. Il y a des fluctuations. Alors la dernière semaine est aussi très intéressante et les dernières 24 heures si vous êtes aux urgences la dernière nuit. Pourquoi il vient consulter là? Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça s'est aggravé dans les dernières 24 heures et notamment la dernière nuit, rappelez-vous, l'aggravation des problèmes de sommeil, on en a parlé. Donc se centrer d'abord sur le vécu récent. Évidemment, on va aller explorer les antécédents à un moment. Mais l'important, c'est d'abord la situation actuelle au sens large, c'est pas juste au moment où ce que vit le patient dans votre bureau, mais comment il a vécu voilà, ces dernières semaines, ce dernier mois, cette dernière semaine, les dernières 24 heures, etc. Et puis comme dit Jean-Louis Terra, il faut approfondir les propos répétitifs. Les gens répètent des choses, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils bloquent là-dessus? Et donc à un moment, vous allez vous dire, maintenant il est temps que j'explore les idées suicidaires. Alors n'allez pas trop vite aux idées suicidaires, encore une fois évidemment si le patient en parle spontanément à un moment dans l'entretien, bien on en parle, mais s'il n'en a pas parlé, vous devez explorer la question des idées suicidaires, vous le savez, c'est essentiel, ça ne donne pas d'idées suicidaires, rassurez-vous, ne pas en parler, vous le savez, c'est risqué de passer à côté, la personne peut être rentrée dans le bureau avec des idées suicidaires, repartira avec et vous ne le savez pas, si vous n'avez pas posé la question,
et puis c'est une erreur professionnelle et une perte majeure de chance. Je me répète, mais c'est très important d'avoir ça en tête. Alors, vous allez poser la question des idées suicidaires, mais attendez d'avoir un lien qui s'est créé. Vous voyez, quand vous avez le sentiment dans l'entretien que bon, ça a pu être un peu froid et distant, ou difficile pour le patient au début, mais qu'il a l'air de se confier un peu plus facilement, alors c'est qu'il y a un lien qui est en train de se faire, même s'il est fragile, et ça sera beaucoup plus facile à ce moment-là de poser la question des idées suicidaires. N'allez pas trop vite à l'évaluation d'idées suicidaires. D'accord ? Alors comment on pose cette question? C'est pas très compliqué, mais il y a quelques petites techniques que vous allez apprendre et qui vont vous simplifier la vie. D'abord, posez la question des idées suicidaires en une, maximum deux étapes. Hein. On voit parfois des internes qui vont amener la question en trois, quatre étapes. La seule chose que ça fait, c'est que ça vous fait perdre du temps, mais surtout, ça donne le sentiment que vous êtes très très mal à l'aise et que vous tournez autour du pot. Vous voyez. Alors il faut y aller à un moment. Encore une fois, vous n'y allez pas dès qu'il rentre dans le bureau. Vous y vous allez vers cette question, vous avez déjà un lien, vous avez passé du temps avec ce patient. Soyez très clair. Quand vous posez la question des idées suicidaires, parlez de suicide, parlez de suicidaire, utilisez les termes comme mettre fin à ses jours en français, c'est très clairement suicidaire, mais partir, s'en aller, se faire du mal, c'est bien trop ambigu. Donc évitez ces termes. Et alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous appuyer sur les souffrances nommées par le patient pour poser la question des idées suicidaires. Alors je vous donne quatre exemples de phrases que vous pouvez utiliser. Vous me dites que vous souffrez beaucoup actuellement. Est-ce que vous souffrez au point de penser mettre fin à vos jours? Vous vous êtes senti, et là vous utilisez les mots qu'il a utilisés, vous vous êtes senti abandonné au moment du départ de votre conjoint. Est-ce que ça a été au point de penser mettre fin à vos jours? Alors, vous voyez ce que vous faites là, vous utilisez les mots du patient pour amener la question des idées suicidaires, vous faites du lien dans la... Vous voyez, ça coule de source, c'est pas quelque chose qui vient, qui est brutal. Ça fait sens. Pourquoi je pose la question des idées suicidaires? Pas parce que je dois le faire, parce que c'est mon métier, ce qui est vrai aussi par ailleurs. Mais le patient, il ne veut pas entendre ça. Ce qu'il veut, c'est que vous l'ayez entendu, et que vous compreniez sa souffrance, et que vous mettiez en avant le fait que on puisse avoir des idées suicidaires. Alors, autre manière de formuler les choses, quand on se sent, à nouveau, utiliser les mots du patient, on peut avoir des pensées suicidaires. Est-ce que c'est votre cas? Et dans des circonstances similaires, des personnes ont rapporté avoir eu des idées suicidaires. Est-ce que c'est votre cas? Donc ça, c'est une autre manière de faire qu'on peut utiliser aussi, entre parenthèses, pour la question des idées délirantes, hein, qui est toujours une question un peu délicate à poser. On va dire le patient ça va être difficile pour lui de poser la question est-ce qu'il entend des voix? Mais vous pouvez dire, dans des circonstances similaires, quand on a beaucoup de stress comme ça, certains de mes patients ont dit avoir eu des idées délirantes, ont entendu des voix de gens qui n'étaient pas là. Est-ce que ça a été votre cas? Vous voyez, vous pouvez l'utiliser aussi dans ça, et donc dans les idées suicidaires. Quand on vit un divorce difficile, comme c'est votre cas, eh bien, beaucoup de patients, beaucoup de personnes ont rapporté avoir eu des idées suicidaires. Est-ce que c'est votre cas? Hein, donc entraînez-vous, vous pouvez utiliser la formule qui vous va le mieux, et plus vous l'aurez utilisé, plus ce sera facile, plus ça viendra spontanément, et plus vous montrerez, là aussi, vous voyez, vous êtes à l'aise à poser cette question au patient. Et donc ça sera plus facile pour lui, pour elle, de se confier à vous. Et donc vous aurez une information de meilleure qualité. Alors si la réponse est positive, eh bien là on y va. On étudie ces idées suicidaires, quelle est leur fréquence, est-ce qu'il y a un plan? Je vous rappelle, quand il y a un plan, il y a un risque plus élevé de transition suicidaire. Quel est le niveau de préparation? Ah bah oui, j'ai acheté la corde, ah bah oui, je collecte des médicaments depuis des mois, etc. Alors une question qui est souvent oubliée, c'est est-ce que vous avez pensé à une date? Et est-ce que vous avez pensé à un lieu? Est-ce que vous avez pensé à un moyen? Et puis ce qui est intéressant avec le moyen, c'est est-ce qu'il est accessible? Parce que les gens vont vous dire, ah oui, mais je pensais à une arme à feu. D'accord, mais est-ce que vous avez une arme à feu? Ah non, c'est pas si facile d'avoir une arme à feu. Oui. Alors ceci dit, rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'armes à feu en circulation. Il y a des gens qui... Alors évidemment, il y a des gens qui ont une arme à feu par profession, vous y pensez tout de suite si le patient vous dit qu'il est policier ou gendarme, mais il y a des armes à feu chez les chasseurs. Évidemment, les familles de chasseurs ont aussi un accès à une arme à feu, du coup.
Et puis, il y a les armes dont on hérite du grand-père, et puis il y a des gens qui sont des tireurs sportifs. Donc les armes à feu, c'est disponible. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont l'idée d'un moyen qui n'est pas si facile d'accès. Donc c'est important de voir quelle est finalement la faisabilité du geste dans la tête du patient. Alors le patient peut vous dire, je compte prendre tel type de médicament. Vous savez que c'est pas dangereux, vous voyez, puis vous n'allez pas lui dire, évidemment. Alors une chose dont on ne pense pas à parler et à questionner le patient, c'est est-ce qu'il y a déjà eu un geste suicidaire récent? Ce qui peut arriver, c'est que le patient soit déjà passé à l'acte chez lui, puis il n'est pas allé aux urgences. Je vous rappelle, je vous ai donné le chiffre, 40% des gens dans le baromètre santé en France, des adultes, disent avoir fait un geste suicidaire et ne pas s'être rendus à l'hôpital. Donc ils ont peut-être déjà fait un geste, heureusement ils ont survécu, et puis ils vont se dire, bah oui, je vais aller demander de l'aide. Voilà. Puis ils ne vont pas forcément vous en parler. Donc les gens qui viennent vous voir à des idées suicidaires, dans votre esprit, des fois, c'est s'il parle d'idées suicidaires, c'est qu'il n'a pas encore passé à l'acte. Des fois, il peut venir vous parler d'idées suicidaires alors qu'il est déjà passé à l'acte. La question pourquoi est une mauvaise question. D'abord, pour le patient, ça peut sembler être un jugement moral. Mais pourquoi vous avez fait ça? Il peut un peu mal vivre cette question. Et puis, il peut ne pas bien comprendre pourquoi vous lui demandez ça, parce qu'il vient vous dire qu'il divorçait ou qu'il avait des problèmes au boulot, etc. Donc, vous ne m'avez pas écouté finalement, vous voyez. Donc ça n'amène pas grand-chose. Évidemment, pour vous, la question des mécanismes qui ont conduit ce patient à la crise suicidaire sont très importants, et puis il va falloir travailler ça avec lui. La question de la vulnérabilité, voilà. Mais vous n'avez pas besoin de poser cette question à ce moment-là. Vous allez identifier tous ces facteurs de stress et de vulnérabilité qu'on a vu. Vous allez formuler une crise un peu plus tard, finalement, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, si vous suivez le patient, vous allez pouvoir travailler au fur et à mesure d'autres choses, de l'ordre de sa personnalité, par exemple. Mais une chose après l'autre. Vous allez identifier les facteurs précipitants de cette crise. Et puis, vous allez aussi essayer d'identifier les événements qui pourraient survenir dans les heures ou dans les jours qui viennent, et donc qui pourraient aggraver la crise et éventuellement faciliter un passage. Quatrième point, il va falloir formuler la crise. Alors un point essentiel, c'est de bien séparer le recueil d'informations, l'évaluation et l'élaboration des solutions. On voit parfois des gens qui, au cours de l'entretien, disent mais est-ce que vous avez pensé à faire ceci ou est-ce que vous avez pensé à faire cela? C'est trop tôt, les solutions viennent après. On propose des solutions que quand on a une idée très précise des problèmes, et donc quand on a fait une bonne évaluation. Donc Jean-Louis Terra dit une solution trop rapide peut étouffer. Vous allez penser à une chose, c'est contacter la famille et les proches. On oublie de le faire, parfois on est réticent, on parle de secret médical, mais s'il y a un risque de mort, le secret médical ne va pas s'opposer au patient. Ça ne veut pas dire que vous allez tout dire à la famille, évidemment, mais c'est important d'avoir leur avis, leur regard, et en même temps, vous allez d'ailleurs évaluer leur propre capacité de soutien et de surveillance du patient, s'il devait sortir, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Vous avez des familles très soutenantes, des familles, alors que le patient vous dit j'ai rien dit à personne, en fait, ils ont tout compris, ils étaient très inquiets, ils sont bien contents que vous les appeliez. Vous avez des familles où ils comprennent rien, ils n'ont rien envie de comprendre. On va vous dire, mais c'est pas, il vient se plaindre à vous. Vous voyez bien que vous n'avez pas quelqu'un, et pas avoir n'obtenez pas là un soutien, et puis c'est pas des gens à qui vous allez confier le patient, c'est trop risqué. Alors la formulation de la crise suicidaire peut être guidée par une grille de lecture qui s'appelle UDR, on va y revenir à la diapo suivante. Et ce qui est très important, c'est à la fin de synthétiser tout ce qui a été dit en quelques phrases. Vous allez mettre en avant ce que vous avez retenu et ce qui vous semble important. Et ce que vous allez essayer d'obtenir, c'est l'approbation du patient sur votre synthèse. C'est-à-dire qu'on travaille, que la proposition d'intervention soit cohérente avec cette synthèse, mais que cette synthèse ne soit pas juste ce que vous pensez, mais que le patient aussi pense. Donc vous allez travailler ainsi, main dans la main. Donc vous synthétisez l'entretien. Donc si on résume un peu tout ce qu'on a dit, monsieur, actuellement vous vivez une situation difficile, un divorce, qui vous fait énormément souffrir, qui vous fait tac tac tac, vous reprenez ces mots. Quand je vous ai interrogé, j'ai pu remarquer que vous
présentez probablement un épisode dépressif caractérisé, comme on dit, hein, puisque vous présentez tel et tel symptôme. Et puis nous avons discuté ensemble du fait que dans ce contexte, vous avez des idées suicidaires très très importantes qui vous ont amené à planifier un geste. C'est très avancé. Alors fort heureusement, vous n'êtes pas passé à l'acte. Je m'en félicite, mais c'est un risque qui n'est pas négligeable, qui est même, je pense, très très important dans votre cas. Voilà, vous pouvez compléter ça, vous voyez, ça ne prend pas très longtemps, et puis là, vous rajoutez une question ouverte. Qu'est-ce que vous pensez de cela, hein? Et puis vous avez une autre question ouverte qui est, est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant qu'on réfléchisse ensemble aux solutions possibles? Il y a deux questions ouvertes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma synthèse finalement? Et est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ma synthèse? Une question fermée en l'occurrence, mais enfin l'idée c'est d'obtenir l'approbation, et puis la question ouverte qui est, est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant de réfléchir à d'autres solutions? Et donc on fait le tour de la question, on finit et on formule la crise suicidaire. On met en avant ce qu'on a retenu de cette crise suicidaire. C'est ce qui s'appelle la formulation. Donc comme je vous disais, vous pouvez vous aider durant votre entretien d'une grille de lecture. Ce n'est pas un questionnaire, parfois on entend dire c'est un questionnaire, non, c'est pas un questionnaire, c'est pas du tout validé non plus comme un questionnaire. Donc cette grille UDR, c'est urgence, dangerosité, risque. Vous l'avez peut-être entendu nommée rude, c'est comme ça qu'elle était nommée auparavant. Et en fait, les concepteurs ont pensé qu'ils ont raison, je pense. UDR est plus intéressant parce que ça met en avant le U, qui sont les facteurs d'urgence, et le D de dangerosité, et garder le R, qui sont les facteurs de risque, pour la fin. Alors, par exemple, les facteurs d'urgence, c'est le fait d'avoir des idées suicidaires actuelles, d'avoir un plan, d'avoir fait un acte suicidaire, d'être passé récemment à l'acte, d'avoir des événements négatifs récents, et éventuellement une accumulation. Ça peut être le suicide d'un proche aussi, l'annonce d'une maladie grave, des émotions négatives intenses, une anxiété majeure, une agitation, une douleur mentale intense. Alors, je ne l'ai pas dit dans les cours précédents, je fais une petite parenthèse. On préfère le terme de douleur mentale, psychique ou psychologique au terme ancien de douleur morale, parce que morale a différents sens, hein. Et donc ça crée une certaine ambiguïté. Je referme la parenthèse. Sentiment de désespoir, sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, être coupé de ses émotions, être isolé, se sentir isolé, avoir un manque de soutien social, objectif, un déni des troubles, un refus des soins, un usage d'alcool régulier, éventuellement qui s'est aggravé, ou de drogue, et avoir des symptômes psychotiques, c'est-à-dire finalement avoir une perturbation majeure de la pensée. Voilà, ça ce sont des facteurs d'urgence. Vous voyez, c'est ce que vous observez actuellement qui vous font dire oh là là, il y a un risque actuel très très important. La deuxième chose que nous dit cette grille de lecture, c'est qu'il va falloir aussi évaluer ce qui est nommé la dangerosité. C'est est-ce qu'il y a un moyen suicidaire qui a été envisagé, et est-ce qu'il y a un accès à ce moyen, et est-ce que ce moyen est létal? Donc quelle est la létalité de ce moyen? D'accord? C'est très intéressant d'avoir fait ressortir des facteurs d'urgence finalement un critère spécifique pour y penser, parce que c'est un élément essentiel de la prévention du suicide. Nous y reviendrons. Et puis il y a les facteurs de risque. Alors voyons, on les met en trois, parce qu'ils sont importants, mais on peut avoir des facteurs de risque et pas être suicidaire. Vous voyez, vous pouvez avoir vécu, vous pouvez souffrir d'une dépression et pas être suicidaire. Vous pouvez avoir eu un suicide dans votre famille et pas être suicidaire. Donc les facteurs de risque sont importants, mais ils sont à prendre en compte dans ce caractère finalement d'urgence et de dangerosité que vous repérez. Et la dangerosité d'ailleurs n'a de sens que parce qu'il y a une urgence. C'est-à-dire avoir un moyen, avoir une arme à feu à la maison. Si vous n'êtes pas suicidaire, bon, il n'y a pas de risque suicidaire, il y a un risque d'accident par contre. Mais la dangerosité suicidaire n'a de sens que parce qu'il y a une urgence suicidaire. Donc urgence suicidaire nécessite d'évaluer la dangerosité suicidaire et nécessite aussi de connaître les facteurs de risque, c'est-à-dire ce qui fait que cette urgence est finalement encore plus importante, elle relève encore le niveau de risque suicidaire. Bon, ce sont les facteurs de risque que vous connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc pour finir cette évaluation, il y a un point essentiel qu'on
m'isole, qui est le fait de briser l'isolement, c'est une formulation un peu québécoise, briser l'isolement, rompre l'isolement, ne pas rester seul. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est important de le mettre en avant. L'intervention de risque suicidaire va viser finalement à mettre en place toutes les structures de protection autour de la personne suicidaire. La protéger et permettre qu'elle passe la crise suicidaire dans les meilleures conditions possibles et sans passage à l'acte. Ça va supposer à la fois de mobiliser toutes les personnes qui peuvent protéger la personne suicidaire et des dispositifs institutionnels finalement. Alors les personnes, c'est les soignants, mais c'est aussi l'entourage. Et les dispositifs institutionnels, c'est la psychiatrie, mais pas seulement. Le dispositif de psychiatrie, finalement, il faut le concevoir comme un dispositif important, mais un dispositif parmi d'autres. Pour d'autres, ça va être, par exemple, des structures d'accueil d'urgence pour femmes battues ou pour personnes qui sont dans la rue, euh, euh, ou au niveau de l'emploi, du travail, etc. Donc tout ça va nécessiter d'être mis en place. Alors je me répète, mais avant de proposer une intervention, il est nécessaire d'avoir fait une évaluation complète, d'obtenir l'accord du patient sur la formulation de la crise suicidaire, donc se mettre d'accord, de bien connaître les moyens locaux qui sont à votre disposition pour aider le patient, et d'avoir identifié toutes les personnes ressources du patient. Alors, ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, même des gens séparés peuvent être en très bons termes, et un ex-conjoint peut être d'un très bon soutien, donc ne partez pas à l'idée que s'ils sont séparés, c'est que ça s'est mal passé, donc non, c'est pas vrai. Donc demandez au patient quelles sont les personnes ressources, insistez un peu, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, euh, ça peut être un collègue de bureau. Voilà. Alors idéalement, quand durant l'entretien, vous êtes toujours finalement, vous allez collecter cette information, vous voyez, au cours de l'entretien. Qui existe autour du patient? Qui est là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des amis? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des collègues de bureau éventuellement qui ont pu être inquiets pour la personne? Tout ça, c'est des informations très très intéressantes et qui pourront vous être utiles au moment de l'intervention. Alors un tout dernier point, qui est une question qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'on doit utiliser des questionnaires pour évaluer le risque suicidaire? Alors il y a plusieurs points qui vont plutôt contre cette idée. D'abord, les outils sont faiblement corrélés entre eux, alors finalement, c'est quoi le meilleur outil? Beaucoup d'études ont montré qu'ils sont très peu prédictifs d'actes suicidaires. Donc la valeur prédictive, positive comme négative d'ailleurs, est assez mauvaise. Donc quand le questionnaire me dit qu'il y a un risque suicidaire, ça prédit assez mal le fait qu'il y a un acte suicidaire derrière. Quand il me dit qu'il n'y a pas de risque suicidaire, ça prédit assez mal le fait qu'il n'y ait pas d'acte suicidaire derrière. Oui. Il y a toujours les questions de sensibilité, de spécificité. Alors, des échecs sont plus sensibles mais moins spécifiques. Donc, autrement dit, ils sonnent très vite, mais ce n'est pas forcément pour un risque suicidaire, finalement. Et puis il y en a d'autres qui sont très spécifiques, euh, mais qui ne sont pas forcément très sensibles, donc qui vont laisser passer beaucoup de gens suicidaires. Donc il y a un risque de confiance excessive en ces instruments. Et puis ils prennent du temps dans une consultation. Nos consultations sont limitées dans le temps parce qu'on a beaucoup de monde à voir. Donc quand vous faites ça, quand vous faites remplir un patient un questionnaire, ben, c'est du temps pris sur la consultation. Alors, mes recommandations sont que si vous n'avez pas le temps de faire ces questionnaires, ne les faites pas. Préférez une bonne évaluation et puis formez-vous à l'évaluation, encore une fois, pour que cette évaluation soit de bonne qualité. Elle sera autant meilleure qu'un questionnaire, sinon plus. Si maintenant vous faites des longues consultations, où vous avez un système qui vous permet, après la consultation, de remplir des questionnaires, bon, faites-le. Alors surtout les questionnaires auto-évalués, c'est-à-dire la personne va répondre elle-même aux questions. Ça peut être intéressant pour venir en complément. Vous voyez. Alors, pas aux urgences, mais par exemple, moi je faisais des consultations pour des cas un peu compliqués de troubles de l'humeur. Ben, c'est intéressant à la fin de la consultation de rajouter ces informations, mais à la fin de la consultation. Donc
ça vient compléter mon évaluation. Et puis évidemment, on utilise les questionnaires dans le cadre de recherche parce qu'on a besoin de mesures standardisées. Alors il y a un autre problème avec les questionnaires, hein, c'est que ça écrase finalement un phénomène complexe. Ça va vous donner un score. Je vous rappelle, la crise suicidaire, c'est un état fluctuant, temporaire, avec des pensées de vie, de mort, avec une planification ou pas, avec l'évaluation de moyens, et tout ça, ça va être réduit à un score, vous voyez. Donc c'est très grossier. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, c'est une vidéo de 50 minutes déjà, mais le temps tourne, mais c'est encore assez bref. Mais bon, vous avez là l'essentiel, la base, le principe théorique finalement de l'évaluation oui, de l'évaluation de la crise suicidaire. Et on parlera donc prochainement de l'intervention de crise suicidaire et de la prévention du suicide.